Va falloir assumer au bout d'un moment, mec. Hein? Ben, va falloir assumer que t'es vraiment une grosse quiche, techniquement, pour pas être plus vulgaire sur tes démonstrations d'exercice. Tu veux parler de celle-là? Non, abruti, je veux parler de celle-ci. On le voit très bien que t'arrives même pas à faire un développé couché. Et d'ailleurs, Baptiste Marchais t'a bien remis à ta place. Enfin, mes vidéos d'entraînement ou masterclass d'invités sont pas là pour que je démontre ce qu'il y a de techniquement le plus correct à faire. C'est simplement pour expliquer pourquoi je fais les choses comme ça. Je ne me considère pas, ainsi que mon entraînement d'ailleurs, comme le pinacle de ce que tu pourrais trouver en termes d'optimisation. Enfin, je fais des erreurs de placement, d'exécution. Ça arrive au fur et à mesure que la routine s'installe. On n'y pense plus autant car on croit qu'on maîtrise l'exo. Se filmer comme je viens de le faire est très intéressant pour se corriger quand on s'entraîne seul. C'est la meilleure. Maintenant que t'es devant le fait accompli, évidemment tu vas essayer de t'en sortir par tous les moyens. Allez, sors les rames. Tu sais, j'ai jamais dit, ni même sous-entendu, que j'étais bon techniquement. Donc j'accepte parfaitement que ma technique soit considérée comme mauvaise. Par lui comme par d'autres, hein? Bah oui, je suis coach sportif, pas performeur du développé couché ou d'un autre mouvement. Ah ben parlons-en du fait que tu sois coach. Tu te vantes d'avoir ton diplôme et t'es même pas capable de faire un développé couché du niveau débutant? Mais attends, t'as pas honte? Tu penses sincèrement que même avec ma technique qui laisse à désirer, un débutant qui n'a jamais fait de musculation pourrait soulever 40 kg par bras à 70 kg de poids de corps? J'avoue que dit comme ça, tu préférerais pas plutôt que je t'explique pourquoi je considère que la technique parfaite, ça n'existe pas? Et promis, si après ça, tu as encore envie de m'insulter parce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire pour me faire comprendre ton point de vue, eh bien, je te laisserai le faire en commentaire. Est-ce que j'ai le choix? J'ai sorti des programmes de musculation à prix libre. Oui, tu payes ce que tu veux. Non, j'ai pas bâclé le contenu parce que oui, je veux que la connaissance puisse être accessible au plus grand nombre. Avant toute chose, bienvenue sur Geek & Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple. Remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif, c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique. Pas de bullshit. Je te donne mes sources en description et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués. Je vais sans doute avoir l'air condescendant. Ne t'y trompe pas, c'est parce que je veux t'expliquer les choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a deux solutions. Qu'on t'apporte quelque chose de positif ou qu'on te retire quelque chose de négatif. Aujourd'hui, la vidéo va clairement s'orienter vers la deuxième option. Cette vidéo est en partie une réponse à celle de Baptiste Marchais où il analysait le développé couché de youtubeurs et en particulier le long passage sur le mien. Comme ça s'est agité vis-à-vis de ça, je vais en profiter pour y répondre et parler d'un sujet qui m'est cher au passage. Peut-être que ça lui donnera plus de possibilités d'être diffusé. Je tiens à le préciser, il ne s'agit pas d'une vengeance vis-à-vis de ce qu'il a pu émettre. Comme le dirait la tribu des potiers à col roulé, Nietzsche, c'est cool, mangez-en et passez au-delà du ressentiment. Mais d'abord, qui est Baptiste Marchais? Honnêtement, j'en sais pas grand-chose et je m'en fiche un peu sans vouloir être désobligeant. Donc pardonne-moi Baptiste si je fais des erreurs quand je parle de toi. Voici quand même un résumé rapide de ce que je sais de lui. C'est un gars qui a le record de France de développé couché dans sa catégorie, qui est apparemment préparateur physique spécialisé en développé couché. Habituellement, prépa physique, ça veut dire Bac+5 en STAPS. Mais comme ce terme n'est pas déposé, en tout cas d'après Olivier Bollier, avec qui on en a discuté, ça ne me renseigne pas sur son niveau de compétence en prépa. Au-delà de ça, les autres informations que j'ai sur lui, c'est qu'il vit comme un Texan, mais en France, et qu'il a une moustache d'un accabi gaulois, et ça force le respect. On dirait un peu Obélix, mais version GI. Maintenant que les présentations sont faites, parlons un peu de sa vidéo. Déjà, je vais revenir rapidement sur l'insulte qu'il m'y adresse. J'ai une vidéo de Geek & Fit, pardon. Oui, on ne se connaît pas, mais la première chose qu'il m'adresse, c'est une insulte. Très honnêtement, après le nombre hallucinant de jeux de mots vaseux qu'on a pu faire sur le titre de ma chaîne, Geek & Fifre, c'est gentillet. C'est pas non plus très blessant, je veux dire. J'ai passé l'âge de me sentir blessé qu'un autre mec ne trouve pas mon corps à son goût.
Ça me rassure même presque avec ce qu'il s'enfile en guise de gueuleton. Ça aurait été un coup à ce qu'il me gobe d'un seul coup si on venait à se croiser un jour. Pourquoi t'en parles alors si ça te touche pas personnellement? Doit bien y avoir un fond où ça t'a fait chier. Très bonne remarque. Parce que ça me désole un peu vis-à-vis de la communauté de la muscu. Je n'ai pas vu un seul commentaire sous la vidéo qui semblait ne serait-ce qu'un peu choqué d'une attaque gratuite envers mon physique. Pire, j'en ai vu beaucoup reprendre l'expression en mode « Waouh, tu l'as trop clashé !» Pour moi, c'est le témoin qu'il y a un truc qui ne va pas. Pour moi, encore une fois, la musculation, les sports de force, ça doit être des disciplines où tu encourages les autres à faire mieux, pas où tu te ravis de les rabaisser ou de les voir se faire rabaisser. Mais je m'égare. Reprenons. Il y a quand même un truc à prendre en compte, c'est qu'il y a deux façons, on va dire, d'appréhender le développé couché. D'une manière performance, c'est-à-dire la barre la plus lourde pour faire la barre pour développer le plus de force. Et après il y a la manière, on va dire, physique ou esthétique, c'est l'hypertrophie, c'est-à-dire utiliser le développé couché pour développer le mieux ses muscles, et donc ça peut être ses pecs, ses triceps, ses épaules, selon ce qu'on veut. Donc il faudra prendre en compte ça, c'est-à-dire quand je vais commencer à analyser une vidéo, je vais me dire, bon, est-ce que là il le fait pour performer ou est-ce qu'il le fait pour améliorer son physique? Et je le prendrai en compte dans mon analyse. Bon alors, je n'ai rien contre cette introduction, je l'aime même beaucoup. Mais malheureusement, je pense quand même qu'elle est incorrecte car trop imprécise. Il n'existe pas seulement deux types de développé couché, et ça parce que la performance au sens global, ça veut rien dire. Allez, ça y est, ça c'est ta classique. Tu vas faire comme la vidéo avec Jean Honche, tu vas faire exprès de faire semblant de pas comprendre ce qu'il avait voulu te dire. Au contraire, je comprends très bien ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il explique, c'est qu'on peut faire du développé couché pour se développer musculairement ou faire du développé couché pour pousser le maximum de charge sur une seule répétition donnée. Être le plus fort possible sur ce type de mouvement, c'est effectivement un type de performance, celui que l'on attend en powerlifting, dans sa discipline. Mais les types de performance, il y en a beaucoup d'autres. On peut faire du développé couché pour améliorer un geste sportif de pattern moteur de poussée. Exemple, le lancer de poids. On peut aussi faire du développé couché pour améliorer sa vitesse, son endurance, sa coordination. Je pense que je pourrais en trouver d'autres, mais tu vois l'idée. Évidemment qu'il y a des similitudes générales, mais il y a aussi des différences, et même parfois grandes quand on parle de patterns de sport différents. Et spoiler, c'est vraiment ce que je vais lui reprocher. Encore une fois, ça n'est pas une vengeance, tout le long de sa vidéo. Son imprécision. Je comprends qu'il ne veuille pas trop en dire pour donner aux gens l'envie de venir prendre un coaching chez lui, mais ça mériterait quand même des explications plus détaillées. Soit dit entre nous, je considère même pas que ce soit une excuse valable. Peu importe le nombre d'explications du pourquoi, ça n'est pas le taf du prépa physique. Le taf du prépa, c'est surtout comment corriger le problème. Je vais noter maintenant les deux choses que je trouve vraiment très bonnes dans son explication sur moi. L'arche qui n'est pas correctement faite, je l'avais déjà souligné dans la vidéo en question, donc bon, pas non plus très dur à repérer, et le côté proprioceptif. Ça, c'est du travail de proprioception, ce qu'on appelle la proprioception. C'est la conscience de son corps dans l'espace. Mes amis le savent très bien et en ont peur à certains moments quand nous chahutons. Je n'ai pas une très bonne proprioception. Ça n'est pas catastrophique non plus, mais souvent je suis persuadé de faire un truc correctement sans me voir le réaliser. Et puis, bah non, pas du tout. Pour mieux comprendre la proprio, je te conseille un superbe documentaire fait par un ami. Coucou Vincent si tu regardes. Il est passé sur Arte et il est peut-être encore en replay gratuit. Sinon, faudra payer. Mais je te jure que ça vaut vraiment le coup, c'est fascinant. Mais je dois aussi noter des choses qui sont, je pense, moins bonnes dans l'analyse de Baptiste. Premièrement, il parle de l'alignement qui ne serait pas bon. De ce que j'ai compris, mais je me plante peut-être, il parle du fait que je ne pousse pas droit en dessous de la barre, car j'ai les poignets légèrement cassés. Déjà, j'ai sincèrement pas l'impression que ce soit le cas. Mais si ça l'était, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Je veux dire clairement, mes poignets ne sont pas le facteur limitant de mon développé couché. Si j'avais voulu faire de la force sur le DC, et par là je veux dire faire une 1RM, oui, ça aurait été gênant. Principalement parce que ça augmente le risque de blessure au poignet. Mais là c'est juste une erreur mineure. Ce serait peut-être plus visuellement beau de faire autrement, mais l'objectif de mon entraînement, c'est pas de faire joli. Si ça augmentait vraiment le risque de douleur au poignet aux charges que je soulève, ça ferait longtemps que les miens ne seraient plus fonctionnels. Et si on me sort un calcul biomécanique ou je sais pas quoi du style, et que vraiment ça m'enlève potentiellement beaucoup de force, disons que je suis totalement ouvert à la suggestion, mais que je vois mal comment c'est possible. À partir du moment où tu exerces ta force dans le même alignement que la gravité, peu importe le porte-à-faux. Ou alors ça pourrait aussi venir du fait que selon lui, les avant-bras doivent être bien en dessous des haltères, et je parle des coudes en particulier. Mais en fait ça, c'est pas une faute technique, c'est juste que ça sollicite un peu plus la coiffe des rotateurs.
Et encore. Attention, solliciter, ça veut pas dire abîmer. Pour ma part, après quelques tests à la suite du visionnage de son commentaire, pour comprendre pourquoi j'adoptais cette posture, je le fais parce que je sens beaucoup mieux l'étirement des pecs en bas du mouvement comme ça. Et je précise que j'ai jamais pour le moment eu de problème à la coiffe reliée au développé couché. J'en ai eu à cause du kendo, mais ça bon, comme tout sport de compétition à haut niveau quoi. Mais si on veut vraiment dire que c'est une faute technique, à ce compte-là, il faut dire que Jay Cutler ne sait pas faire de développé couché haltère, mais aussi que Jeff Cavaliere, préparateur physique reconnu, n'y arrive pas non plus. Et surtout, des gars que Josh Bryant, le préparateur physique américain spécialisé de développé couché et que Baptiste cite comme étant son mentor et le meilleur de la planète, tout simplement. J'ai été formé aux États-Unis par Josh Bryant, qui est le meilleur préparateur au monde en développé couché. A coaché, oui, Josh Bryant a coaché ces gars, et ils le disent d'ailleurs. We've done it before with Josh Bryant. Ce qui sous-entendrait que Bryant ne sait pas coacher des gens correctement, et bon, je pense pas que ce soit le cas. Ceci étant dit, cette correction m'intéresse tout de même par curiosité, je vais voir si je peux stacker tout ça. Peut-être que je ressens mieux l'étirement des pecs uniquement parce que je suis habitué à ça, et je m'étais jamais posé la question autant en profondeur. Donc sincèrement, merci Baptiste. Ensuite, et c'est là où le bas blesse véritablement, il parle du fait que je n'arrive pas à garder une rétropulsion des épaules tout le long du mouvement. En fait, il essaye de faire une rétropulsion parce que je pense qu'il se dit qu'en mettant les épaules en arrière, enfin, je pense qu'il a déjà entendu ce qu'il fallait faire au développé couché, mais là, c'est très mal fait parce que ça accompagne le mouvement. Et là, bon, je trouve ça assez comique parce que la rétropulsion des épaules ou du bras, comme tu veux, ça désigne exactement la même chose en anatomie. C'est ce mouvement. C'est l'opposé de l'antépulsion. Tu ne peux pas faire un développé couché avec tes épaules en rétropulsion. C'est impossible. À mon avis, il a confondu avec deux choses. La rétraction scapulaire d'une part et l'immobilisation des clavicules de l'autre. Bon, à noter que je sais pas si c'est le terme technique pour la seconde, mais tu vois le mouvement. En fait, c'est pas grave de faire des erreurs. Tout le monde en fait. En plus, surtout quand on débute, etc. En fait, ce qui est dommage, c'est de trouver ça sur des chaînes qui, elles, se veulent explicatives. Au-delà de la taquinerie, je trouve aussi ça dommage car il dit « c'est surtout pas ce qu'il faut faire ». Et à cela, je demande « pourquoi ?» Ma rétraction scapulaire est totalement effective, tout le long du mouvement. Et ça, on le voit bien car mon torse reste bombé. En revanche, oui, mes épaules décrochent car ma clavicule n'est pas fixe. Et je vois pas le souci. J'oserais même aller plus loin, même si mes scapulas n'étaient pas en rétraction, je verrais difficilement le problème. Les pompes permettent cela, et c'est un avantage qu'on leur prête souvent en prépa physique. Après, au bench, on utilise souvent la rétraction scapulaire parce que ça dégage un peu d'espace sous-acromial. Théoriquement, parce qu'en pratique, les boxeurs sont protractés, subissent des forces énormes, mais ne souffrent pas plus de douleur à la coiffe, à ma connaissance, que les powerlifters. Et puis, il y a aussi le fait non négligeable que c'est pas très pratique de bouger les scapulas quand on est plaqué sur un banc sous une lourde barre, donc ça crée plus de stabilité et moins d'amplitude sur laquelle forcer, ce qui est un avantage pour la force. Pour ça, tu devras augmenter l'espace sous-acromial et donc serrer tes scapulas entre elles. Tu peux aussi choisir de les abaisser ou de les élever, même si les abaisser, c'est la méthode la plus fréquente. Il y a un moyen plutôt simple de s'assurer de ça, c'est que tu dois avoir l'impression que tes pecs sont le point le plus haut de ton torse quand tu fais du développé couché. Pour en revenir à mon exécution, à mon avis, et là ce serait bizarre pour un spécialiste du développé couché, mais je me dois de le suggérer, il n'a pas réussi à voir si je faisais une rétraction scapulaire. En effet, comme on peut le voir ici, les épaules peuvent parfaitement partir vers l'avant, même si on fait une rétraction scapulaire. Ça se voit plus facilement chez les personnes aux grands bras, comme moi. En fait, la raison pour laquelle je fais ça, elle est simple. C'est parce que mon sport, mon art martial, c'est le kendo. En kendo, le pattern moteur dominant lors d'attaque, c'est la poussée loin du corps. Enfin, pas exactement, mais je suis schématique. Dans mon développé couché, je me limite pas afin de renforcer non seulement le pattern, mais aussi, et peut-être surtout, qu'un autre ne vienne pas le parasiter. Et puis, accessoirement, pour renforcer un peu les structures impliquées là-dedans. En gros, chaque mouvement de poussée, je le fais de façon naturelle vis-à-vis de mon art martial. Il n'y a absolument rien de dangereux à laisser le complexe clavicule tête humérale aller vers l'avant au décès. En revanche, oui, c'est plus utile dans certaines circonstances de ne pas le faire pour pousser le plus lourd sur une seule rep. Et c'est ça tout le problème de son analyse, et des analyses de façon générale des mouvements sur le web. C'est pour ça que je me refuse, depuis que j'en ai pris conscience, de critiquer le travail d'un autre prépa physique ou d'un athlète postant ses entraînements. Si tu ne connais pas ses objectifs et sa programmation,
tu ne peux strictement rien dire. Je sais que c'est pour faire le show, le spectacle, mais malheureusement, on s'expose à se planter parce qu'on ne sait rien. Ce qui me fait une transition parfaite vers la dernière partie de la vidéo. La technique parfaite existe-t-elle? Et s'il te plaît, ne zappe pas cette partie. Je réitère une ultime fois, mais mon but, c'est pas de me défendre. Mon but, c'est que tu partes de la vidéo mieux renseigné et que tu en saches plus, que tu comprennes au moins un peu le pourquoi. C'est l'objectif que je me suis donné avec cette chaîne. Et peu importe le nombre de personnes qui voudront me traîner dans la boue car je soulève les erreurs de certains de leurs chouchous, que ma façon de parler ne leur plaît pas, ou parce que je bouscule leurs croyances, s'il y en a au moins une partie qui apprend des choses, je continuerai. Or, ce qui va suivre, c'est là où tu vas probablement apprendre le plus. Pour parler de la technique parfaite, il faut d'abord définir ce que c'est. Voici la définition que je te propose. La technique englobe tous les aspects d'une action pour un ou plusieurs objectifs clairement déterminés sur lesquels on a un contrôle. En d'autres termes, si tu as une scoliose de malade, tu n'auras pas nécessairement une moins bonne technique que quelqu'un qui garde un dos neutre sur le soulevé de terre, car tu peux pas faire autrement. Bon, mais alors, est-ce que dans ce cadre, il existe une seule bonne technique? La meilleure. Déjà, regardons simplement les choses. Si tout le monde n'a pas la même morphologie, alors la technique devra différer. Nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des techniques standardisées comme les autres, mais plutôt que si on veut performer au max de notre potentiel, il va falloir individualiser à un moment ou l'autre. Mais il n'y a pas que la morphologie qui soit dans la balance. Tout l'historique est aussi à prendre en compte. Exemple simple, à morphologie exactement identique, celui qui a une meilleure capacité à activer ses pecs que ses deltoïdes et ses triceps devra prendre une prise plus large, en théorie, au coucher. Je suis pas sûr des calculs biomécaniques, c'est un exemple. Une autre chose à prendre en compte, c'est l'intensité. En kendo, il existe une pensée quasi unilatéralement partagée dans le monde par les pratiquants, ou du moins en France et dans les communautés anglophones que je côtoie. Les gens qui font de la compétition à haut niveau ont une forme dégueulasse qu'il ne faut absolument pas reproduire. Oui, je t'assure que la doxa, c'est de complètement cracher sur la compétition, en particulier les champions du monde, sauf quelques élus, parce que ça n'est pas l'idéal en termes de forme. Ainsi, si tu as le kendo d'un champion du monde, au dojo, on te corrigera et on te dira que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. On t'expliquera que pour accéder au vrai kendo et atteindre le Graal ultime du 8e dan, examen le plus difficile du Japon avec 0,6% de taux de réussite quand même, il faut absolument que tu jettes à la poubelle ton kendo. Pourtant, ce qu'il est curieux de constater, c'est qu'une proportion tout simplement hallucinante de champions du monde réussissent à obtenir leur 8e dan. En fait, c'est simple, quasi tous les meilleurs 8e dan du Japon sont des anciens compétiteurs de très haut niveau. Et ça se vérifie même à plus faible niveau. Les meilleurs compétiteurs en Europe sont ceux qui galèrent le moins à obtenir leur grade. Étrange, non? Eh bien, il y a deux explications à ça. La première, c'est que la forme ultime qu'on veut te faire acquérir n'est pas fondée sur ce qui est le plus efficace biomécaniquement, mais ce qui est le plus esthétique, ce qui rentre le plus dans le cadre des conventions. Plutôt que de se fonder sur l'efficacité pour définir l'esthétisme, on procède à l'envers. La seconde, et c'est ce qui nous intéresse principalement ici, c'est que la technique découle directement de l'intensité. Dans un passage de grade, tu tombes face à deux personnes qui n'ont pour point commun que d'être à côté de toi dans la liste de noms. Tu ne tombes pas, comme en finale d'une compétition, face à une personne qui a éliminé tout l'autre côté de son tableau. Généralement, un passage de grade est donc bien moins difficile, la pression mis à part. Il est plus aisé de ne pas déformer. Et comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Ou pour une citation plus sportive que j'ai entendue pour la première fois chez Franz Bosch, mais pas littéralement, il y a 1000 manières différentes de marcher, mais beaucoup moins de sprinter à un niveau olympique. Ce que je veux te dire par là, c'est que plus l'intensité sera haute, comme des reps max, plus tu auras tendance à ne pas pouvoir imposer à ton corps la forme que tu veux. Il mettra naturellement en branle tout ce que tu as pour y arriver. Et ça te fera souvent avoir de meilleures perfs. Quand on se concentre non pas sur sa technique, l'interne de son corps, mais sur l'externe, on a très généralement de bien meilleurs résultats. Regarde, la technique du développé couché que préconise Baptiste, je la réalise sans pression avec des poids plus légers. C'est largement à ma portée pour pouvoir le réaliser parfaitement ou presque. Ouais, mais du coup, c'est ça l'intérêt d'avoir une technique parfaite. Ne pas se blesser et perfer au maximum avec cette contrainte-là.
C'est à ça que ça sert, mec. Alors oui, mais comment ça s'obtient? Est-ce qu'on le fait par des calculs biomécaniques, pour être bien sûr, en regardant les techniques des meilleurs benchers? Ce sont des méthodes utilisées en tout cas. Mais le problème dans tout ça, c'est que la valeur des conclusions est limitée. On a bien la théorie, qui se recoupe avec diverses études, mais en pratique, comme j'en parlais tout à l'heure, l'historique personnel est aussi très important, notamment au niveau de l'innervation des muscles. Il n'est pas rare qu'un athlète se retrouve à faire une technique qui semble totalement contre-indiquée, mais qui lui permet d'être plus performant. Quelquefois même, ça vient juste d'un manque d'imagination. L'histoire la plus célèbre à ce niveau, c'est le Fosbury, une technique de saut qui a révolutionné le saut en hauteur. Plutôt que d'y aller de face, cet athlète a décidé de le faire de dos. Et hop, record du monde explosé, révolution sportive, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop prompt à juger de la technique des autres en vidéo si nous ne savons pas quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs limitations, leur corps, etc. La technique idéale n'existe littéralement pas dans l'absolu. Pire, avec un état d'esprit trop restrictif, trop centré sur un absolu à atteindre, on passe à côté d'améliorations possibles, d'adaptations que l'on n'a jamais vues, mais qui seraient bénéfiques. La clé, c'est la compréhension. Et c'est pour ça que je le rabâche à longueur de journée à tous les coachs qui me suivent sur mes différents réseaux. Si tu veux être un bon coach, il faut bien connaître ton client pour individualiser. Avant de conclure, j'aimerais quand même parler d'un truc cool dont on n'a pas forcément conscience chez les préparateurs physiques. Certains, et de plus en plus, choisissent volontairement de ne pas corriger ce qui pourrait être considéré comme des erreurs techniques flagrantes, en particulier sur les athlètes de haut niveau en sport collectif. Pourquoi ? Parce que tu penses que dans une mêlée de rugby, tu vas pouvoir pousser bien droit avec les genoux bien fixés, le dos bien étendu. La réalité du terrain, c'est que non. Et si tu ne t'habitues jamais à l'entraînement à mal faire, tes structures anatomiques ne seront pas préparées. Tu risques donc plus de blessures à faire bien que mal. Évidemment, l'idéal, le top du top, ce serait de faire du mieux possible techniquement en minimisant le risque de blessure et d'ajouter des exercices pour cibler les structures spécifiquement ciblées par la compétition de façon non orthodoxe. La réalité du terrain, c'est que les prépas physiques n'ont pas un temps par semaine illimité à passer avec leurs sportifs. Mais bref, un préparateur physique digne de ce nom n'est pas un marchand de technique. Dans biomécanique, certes, il y a mécanique, mais il y a surtout bio. Et c'est même par ça que ça commence. Je sais que la demande sur les réseaux sociaux est très forte pour cela. Ça permet de classer le bon et le mauvais. Et l'esprit humain adore les cases. Ça simplifie, ça apaise. En effet, tu te dis, si j'ai la bonne technique, je fais bien. Donc je vais progresser et ne pas me blesser. Malheureusement, les choses sont plus complexes. C'est pour ça que mes critères désormais, si on se cantonne à l'hypertrophie, sont plutôt la reproductibilité et un minimum de bon sens mécanique. Je dis pas de lancer les haltères dans tous les sens. Parce que si ta technique est reproductible, que tu n'en changes pas tout le temps, alors les muscles impliqués progresseront. Pour conclure, je vais clarifier. Je ne pense pas du tout que Baptiste Marchais soit un mauvais préparateur physique. Je ne le connais pas et je ne me permettrai pas de juger sur la base de quelques vidéos. Mon intuition maintenant me dirait même plutôt qu'avec un tel sens du détail, avec des performances aussi impressionnantes en powerlifting et une formation impeccable de la part de Josh Bryant, même si mon préféré perso c'est Mike Tuchscherer. Il doit être excellent pour ce qui est du développé couché en power, mais dans le reste, je sais pas. Et je serais ravi d'en discuter avec lui autour d'une grenadine ou s'il préfère, d'un jus de fruits. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner si la vidéo t'a plu. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux. Prends soin de toi et à la prochaine.